Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Ah oui, en forme. Cette semaine, entre deux test matchs, on va parler des deux test matchs en fait. Après la nouvelle courte mais amère déconvenue de samedi contre les Springboks, on va se demander si l'équipe de France peut encore battre des grosses équipes. Puis on s'arrêtera sur le désamour des Bleus, flagrant samedi, le Stade de France sonnait un petit peu creux. Et on terminera en évoquant le match de samedi prochain contre l'Argentine, dont on se demande s'il ne serait pas le match le plus important du 15 de France depuis 2015, mais peut-être depuis encore plus longtemps si ça se trouve. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, bonjour Clem. Salut Cricri. Arnaud Requena, salut Arnaud. Bonjour. Et Alexandre Bardot, salut Alex. Salut, que de chefferie. C'est pour ça que c'est bon. Donc vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Avant tout, petit retour humiliant sur vos pronostics de la semaine dernière. Donc PMB 6-3. Hein. Ouais. C'était son score rêvé, ça. Oui, c'est ça, il adore ça. Alex, toi, 12-11, t'avais pronostiqué. Ouais, mais c'était plus de l'ordre de la blague que du pronostic. Ah oui, c'est vrai, c'était rapport l'Angleterre. Angleterre, Afrique du Sud. Et Clem, toi, t'avais un petit 19-20. Ouais, puis j'avais dû dire qu'il allait avoir un essai à la dernière seconde, non ? Probablement. Voilà, écoutez bien la bande. Non, c'est faux, je l'avais pas dit. Mais bon, je suis dans le bon pronostic, ils ont perdu. Voilà. Ouais. Puis t'avais vu un petit peu plus de points. Ça vous a surpris qu'il y ait autant de points, peut-être, Alex, toi ? Non, pas tellement, non. Pas. Enfin, en même temps, quand on a vu le gars l'Australie de l'après-midi ou même l'Angleterre-Nouvelle-Zélande qui n'a pas décollé au niveau des points, mais qui était pas mal quand même niveau jeu, d'après ce qu'on m'en a dit. J'ai pas encore vu tout ça. Mais voilà, on pouvait se poser des questions, mais ça score quand même aujourd'hui au niveau international. Surtout quand il y a des grosses erreurs. Voilà. Un en avance sous les poteaux, un coup d'envoi relâché, ça fait 7 points de chaque côté. Déjà. C'est tout à fait ça, et parce qu'elle était là, la victoire, elle était juste là, elle est juste devant, il n'y avait plus que quelques secondes, la France menait 26-22, il restait 1 minute, elle avait une mêlée à 10 mètres de la ligne Sudaf, c'était fini, les Bleus allaient tenir leur première victoire contre les Springboks depuis 2009, c'était fait, et puis pénalité, touche, il restait plus que 2 secondes, les Boks ont pu la jouer, et c'est refusé, puis re-essai, pas refusé, et défaite, 26-29, fin du game, avec cette petite impression que les Bleus gagneront plus jamais un match en fait. C'est un petit peu ce qu'avait l'air de se dire Guirado quand il s'est tout enfoui dans sa doudoune. Parce que les Bleus n'ont plus gagné contre un gros du Sud depuis l'Australie en 2014, c'est ça ? Il y a eu l'Argentine en 2016, mais c'est vrai que c'était une Argentine affaiblie. Ouais. Donc voilà, quelques 10 mois, on peut dire, de la Coupe du Monde avec son accueillante poule C, dans laquelle il y a l'Angleterre, l'Argentine, même le Tonga, on peut dire, qui attendent l'équipe de France. On se demande quand même si les Bleus sont encore capables d'en battre des grosses équipes. Non. Il faudra se méfier des États-Unis aussi qui ont battu les Samoa ce week-end. C'est la dernière équipe de la poule C, les États-Unis, ouais. Clément, on va pouvoir en battre des gros un jour ou ça tombe bien parce qu'on a l'occasion de le faire samedi contre l'Argentine, donc on aura un autre élément de réponse très rapidement. Oui, ils sont capables de le faire puisqu'ils étaient capables de le faire jusqu'à 80 plus 3 minutes, donc je pense pas que ce soit impossible. Et puis ils ont battu, comme tu le disais, l'Angleterre lors du dernier tournoi, donc la capacité elle est là. Maintenant, ce qui interroge beaucoup sur ce match, c'est la capacité à tenir un résultat, d'abord. Je pense qu'ils ont tellement plus l'habitude d'être devant au score que à mon avis, il y a quelque chose d'assez similaire avec un joueur de tennis qui a peur de gagner, quoi. Il y a quelque chose de ce ressort-là. Et donc, ce manque de confiance entraîne un manque de maîtrise sur des choses toutes simples qui sont assez effarantes. Juste si on reprend cette séquence de la fin du match, je pense que Gabriac fait une faute, il va trop loin dans sa percussion au ras. Il se jette vraiment dans les jambes des Springboks et très loin de ses soutiens. C'est Azema qui disait il n'a pas tort, on avait le cul entre deux chaises, on ne savait pas si on voulait aller marquer ou si on voulait juste tenir le ballon, donc il y a ça. Et je pense qu'il y a une faute de Maestri qui ne s'impose pas à 40 mètres de la ligne, c'est celle-là qui pour moi est le tournant sur la touche. Donc après la première pénalité contre Gabriac, il y a touche à 40 mètres de notre ligne. On n'est pas en situation de danger, on est à 40 mètres de notre ligne. Les Springboks,
certes, ils nous ont mis en danger à plusieurs reprises, mais je pense qu'on est capable de défendre à ce moment-là. Et cette faute-là, c'est le tournant, parce qu'après, on est dans nos... Quand il écroule ? Quand il écroule le môle tout de suite, en plus. J'aurais préféré que cette faute-là, on soit capable de la faire à 5 mètres de notre ligne à la fin. Cette faute, elle ne doit pas exister. Sur la mêlée, le match, il est fini. Oui, non, mais d'accord, on est d'accord, Arnaud. Mais après, comme dit Maestri après le match, on a joué la mêlée comme si on devait marquer un essai pour gagner. Non, t'es devant. C'est fini le match là. Ouais. Sauf que ça l'a pas été. Gaël Ficou, qui n'est pas un avant, qui est derrière, il dit voilà, on va accuser personne. Il y a quelqu'un qui ramasse le ballon, on joue le ballon, on fait 4 erreurs où il fallait en faire un seul. Tricher, tomber par terre, attendre que l'arbitre vous jouez. Et puis tu fais tourner le temps, il reste 29 secondes et tu tapes en touche, c'est fini. Certes, comme il te dit, la solution, si je l'avais, on l'aurait fait. Oui, mais cette touche, malgré tout, Arnaud, que tu le veuilles ou non, elle existe. Et voilà, je pense qu'il y a une faute là qui n'a pas lieu d'être. Et puis après, après, tu es à 5 mètres de ta ligne. Non, mais on parle même pas de Gabriag. Voilà. Gabriag, ça n'a pas lieu d'être non plus. C'est que si tu décides, les mecs ont décidé, on emporte la mêlée. On emporte la mêlée, on cherche la pénalité. L'arbitre, il siffle pas pénalité, tu gardes quand même le ballon et tu le gardes. Il reste 25 secondes. Ah oui. Non, mais attends, il y a quand même il y a 1 minute à jouer. 1 minute à jouer, ça se règle pas en un ruck, hein. Jamais. Non, mais il y a un moment, il reste même pas 30 secondes. Donc, au moment où la pénalité sifflée, c'est 25 secondes. Je peux régler votre débat, 20. Donc. Non, je l'ai bassiné avec ça depuis samedi soir, donc je vais reprendre. Mais je pense qu'en fait, on doit même pas se retrouver dans la situation d'être à la 80e avec 4 points à défendre, avec une mêlée où on doit conserver le ballon, etc. Il y a 23-9, déjà on doit pas faire l'erreur sous le renvoi. Mais au-delà de ça, moi je trouve qu'on a perdu le match. On a commencé à perdre le match quand on a commencé à devenir spectateur de ce match et à ne plus prendre l'initiative de jeu, de conserver le ballon. Ce matin, on a sorti la statistique en deuxième mi-temps, 18 passes, 15 coups de pied pour l'équipe de France. Dans les 18 passes, il y a beaucoup de passes de demi de mêlée. Donc, c'est vous dire, le reste du temps, ça veut dire qu'on a arrêté de jouer. Et donc, quand on arrête de jouer, souvent, c'est du pick and go. Il y en a eu plusieurs, mais il y a aussi beaucoup de coups de pied, de ballons plutôt bien donnés parfois, mais aussi des ballons rendus. Et en fait, on a arrêté de prendre l'initiative et on a laissé les Sud-Africains prendre l'initiative. Et je crois qu'au niveau international, aujourd'hui, ça n'existe plus d'être comme ça, de se dire je rends le ballon à l'adversaire et puis je vais l'attendre. Il faut imposer son jeu. Et c'est au moment où l'équipe de France n'a plus voulu imposer son jeu comme elle avait tenté de le faire en première mi-temps, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, elle a réussi à créer du danger, qu'elle a commencé à perdre le fil de ce match. Pour battre les gros, il faut imposer son jeu. Il ne faut pas rendre le ballon dorénavant. Même à 23-16, il faut continuer à vouloir imposer des temps de jeu. Et puis, ça ne veut pas dire envoyer tous les ballons à l'aile. Ça veut dire le tenir, tenter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis, si on sent que ce n'est pas jouable, donner un bon coup de pied dans un dos, dans une chandelle, etc. Là, il y a eu une très bonne chandelle en début deuxième mi-temps qui crée un essai. Mais c'est presque quand on revoit le match après, on se dit c'est presque un piège parce que ça a enfermé les Français dans la volonté de jouer au pied. Et surtout, et du coup, ils n'ont plus fait autre chose que ça. Et c'est devenu extrêmement lisible pour les Sudaf, qui avaient plus de surprises et qui ont renforcé leur 3e rideau et c'était facile à lire pour eux. Fin de match, il y a 2 coups de pied d'Antoine Dupont dans la boîte. Les 2 donnent ballon dans l'embut français sur la contre-attaque tout de suite, quoi. L'un s'est refusé à Colby, l'autre c'est Dupont qui sauve lui-même devant je sais plus quel ailier. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire que les Sud-Africains, à un moment, ils ont détaché un ailier, un arrière, un numéro 8, enfin pas l'arrière, le numéro 8, et surtout, dès qu'il y avait coup de pied, on voyait toute l'équipe qui avait déjà anticipé, qui se replaçait à une vitesse, mais il y a un moment, des coups de pied de Dupont, il le tape à 42, à 49, 30 mètres plus bas, il y a toute la ligne d'attaque sud-africaine qui est replacée, et la ligne de défense française n'y est pas. Donc voilà, je pense qu'on a oublié de varier et on leur a facilité la tâche. Et pour moi, ça rejoint quand même ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à la fois la peur de gagner, c'est-à-dire la peur d'aller chercher cette victoire. Ils ont eu peur de s'exposer et ça rejoint aussi l'incapacité de gérer un score, quoi. Ils se sont dit, bon allez, on est devant... Enfin, je ne sais pas s'ils se le sont dit consciemment ou pas, mais on est devant, occupons le terrain, laissons-les faire ce qu'ils peuvent faire, on verra bien ce qui se passe. Mais bon, en face, il y avait quand même une équipe qui s'est jouée un minimum au rugby, et voilà, ils l'ont payé, quoi. Je veux dire, la fin de gestion de match des Springboks, elle est remarquable, à contrario de la nôtre, quoi. Vraiment, ce qu'ils font, ils rentrent quand même 3 fois dans l'embut dans les 5 dernières minutes du match. Enfin, c'est costaud. Ils sont allés chercher cette victoire. Et... puisqu'on parle de juste un exemple, on en discutait ce matin, mais le coup de pied d'Ituria, qui pour moi est symptomatique de ça, c'est-à-dire que c'est un ballon de récup
Voilà, on le sait, les turnovers, c'est des excellents ballons à jouer. Il est bon à jouer, celui-là, en Oui, l'occurrence. parce que l'arbitre, tout le monde s'est arrêté de jouer en pensant que l'arbitre pouvait éventuellement siffler. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens à l'arrêt, donc de l'espace. Il y a un surnombre. C'est 4-33. Ouais, Voilà, il n'est pas énorme, mais bon, il se joue. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Et Ituria, pourtant, ça ne devrait pas être son réflexe premier, vu son poste. Il met un jeu au pied, qui est excellent, ceci étant dit, puisqu'il trouve une touche à 3 mètres de la ligne. Mais ça montre bien qu'à ce moment-là, l'état d'esprit des Français, c'est plus de jouer, quoi. C'est plus d'essayer d'aller marquer des points. Non, mais il était excellent ce coup de pied de Ituria. Sur la touche, elle débouche sur une relance débile des Sudaf en avant, et on revient à la mêlée dont je parlais. Il y aurait plus, le match n'existait plus après cette mêlée. Voilà. Après, sinon, on peut. Quand on veut faire gagner les autres, il va falloir faire atelier renvoi, mais alors renvoi sur tous les endroits du terrain, toute la semaine. Parce qu'on est nullissime en renvoi direct, on est renvoi 22, on est grotesque. Quand c'est pas Va qui fait bravo le ballon parce que Lopez et machin derrière et Picamol le préviennent pas, c'est ce pauvre Trenduc qui était pas pour grand-chose à Cardiff, qui se retrouve à prendre un ballon sur la tête, essai sans une passe pour les Gallois. Enfin, c'est grotesque. C'est le renvoi au 22, renvoi au 22 des Irlandais. Tout ça, c'est dans la même saison. C'est vrai. Oui, bien sûr. C'est une phase de conquête aujourd'hui qui est primordiale. Il y en a 15 par match. C'est sûrement pas important, il ne faut pas le faire. J'imagine qu'il le travaille. C'est pas propre, c'est pas sexy. Non, mais c'est vrai que c'est... Et dans autre petite action, petit fait de match qui contribue à le faire basculer, il y a un moment où on a une touche, je crois, dans nos 22 mètres. Ils font un lancer milieu, voilà, et en fait ils structurent un maul et ils se disent on va avancer sur ce maul sur 80 mètres. Je sais pas quelle est l'intention en plus. Et en fait le ballon est dispo, puis sauf qu'à un moment le maul est pas bien fait, il y a un mec qui s'infiltre et puis le ballon est dispo jusqu'à ce qu'il le soit plus et ballon rendu. Et c'est tous ces petits moments où tu dois sortir de ton camp, faire les choses proprement. En fait ça, il y a eu comme un manque de maîtrise des leaders pour dire bon bah là stop, ce maul on l'arrête et on tape, c'est fini. Là, Nigel Jones il avait montré un arrêt et au deuxième l'action le ballon était au Sud-Africain, donc il fallait tout de suite. Mais non en fait, et de petits moments où on arrête de jouer, où on récupère pas un ballon sous un renvoi, où on fait un maul improductif, et ben on perd le fil et puis au revoir. Je sais pas si on a répondu à ta question, mais c'est pas très encourageant. Mais sinon, on peut en battre parce qu'en fait, on peut pas battre des grosses nations puisque, en fait, on mène quand même 23-9 à un moment dans ce match. Non, mais surtout, tu mènes à la 80e. Et tu mènes à la 80e. C'est pas ces matchs où tu finissais sur un malentendu, un essai à la dernière minute qui te faisait échouer à 3-4 points. Tu vois, on n'est pas loin. T'es pas loin, mais t'étais à 10 points 30 secondes avant. Là, t'es devant. Ouais. C'est un peu la différence. Donc, ça veut dire qu'il y a le potentiel. Maintenant, il faut réussir à tuer les matchs et voilà un marabout. Ouais. Non, mais ce qui est, pour le coup, je le redis, ils ont l'occasion de le faire dès samedi, puisque l'Argentine, c'est une grosse équipe, malgré tout, en tout cas, vu de là où nous, on se trouve en ce moment. Donc, D'accord. Mais avant de parler de l'Argentine, on va passer au deuxième sujet. L'an dernier, c'était Meurtre à Sarlat, le téléfilm de France 3, dans lequel la capitaine Claire Dalmas et le gendarme Gérard Pavin enquêtaient sur l'assassinat du fils du plus grand producteur de confits de la région, qui avait fait une meilleure audience que France-Afrique du Sud. Mais cette année, c'est Kenji Girac, Vita, Dadju, Vanessa Demouy qui ont battu les Bleus. Puisque elle existe encore, Vanessa Demouy ? Eh bien oui, puisque il y a les Energy Music Awards. Elle est de ta génération. Mes émois d'adolescent. Non, mais elle existe encore, je veux dire, médiatiquement, quoi, tu vois. Elle revient, elle fait un grand retour. Donc samedi. Allez, pub au bad. Les énergies. Elle faisait le haut ou le bas ? Les deux. Tout. #MeToo. Donc je disais que les Energy Music Awards et un commissaire Magellan avec Vanessa Demouy en guest star, eux aussi ont fait une meilleure audience que France-Afrique du Sud, couplé avec les 30 000 places vides du Stade de France. À peu près. Voilà. On peut se demander s'il ne flotterait pas comme un parfum de désamour, non, sur le 15 de France. Arnaud, t'es parfait pour répondre. Oui, je suis parfait. On ne les aime plus, les Bleus. Tu m'as coupé mes effets parce que ce matin, j'avais fait capture écran des audiences télé, tout ça, tout ce que tu as dit, mais en me précisant, c'était en 2017. Donc c'était déjà ça. Voilà. Il y avait 55 000 spectateurs au stade, il y avait Meurtre à Sarlat, il y avait ci, il y avait là. Donc c'est pas nouveau. Ça c'est pas nouveau et c'est... il y a 55 000. Le problème, c'est les Fidji,
Le Japon l'année dernière, 22 000 spectateurs à la Nanterre Jackie Arena, 21 883 invités, je pense. Je crois que tu as oublié la défense. Invités. Donc, c'est pas très nouveau. Et là, alors là, ils n'ont pas été. Le pire, c'est que l'équipe de France n'a pas été mauvaise samedi. Mais elle a perdu encore. Alors, les mecs. Ça ne va pas encourager les gens. Ça ne va pas encourager. Ceux qui y étaient, ils vont dire bon. Ils n'ont pas été mal, ils se sont battus. Il y avait de la place pour circuler. On peut revenir. On ne met pas la queue à la buvette. Voilà. Non, mais les gens, en plus, vraiment au stade, ils disaient c'est bien parce qu'aujourd'hui, j'ai pas bouchonné pour venir. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais faire gagner des spectateurs alors que tu perds tous les matchs, c'est compliqué, quoi. Mais Arnaud, c'est son truc de dire c'est pas nouveau. Il aime bien dire On que a c'est quand pas même nouveau. fait des recherches aujourd'hui pour le contredire. On a un des peu. chiffres. L'an dernier, on J'ai pas dit que c'est pas nouveau, j'ai dit que c'était pareil l'année dernière. Oui. Ouais. Mais ça a baissé par rapport à l'an dernier. Cette année, 3,8 millions devant France Télévisions. L'an dernier, 4,3 millions. Ouais, Même c'est match, une même grosse affiche. baisse. Non, mais il Ça faut fait- regarder les trucs en face aussi. C'est sûr. Bah, Vanessa Demouy, c'est sûr que tu peux pas rivaliser. Tu ne peux pas rivaliser. Et ensuite, si on compare, alors évidemment, il faut sortir les matchs du tournoi et les matchs de la Nouvelle-Zélande quand elle vient en France, parce que c'est des matchs qui, de toute façon, attirent assez traditionnellement. Mais en 2016, on accueille l'Australie, qu'on peut comparer avec l'Afrique du Sud. On est à 60, on a regardé ce matin. 73 500, moi j'ai regardé. Voilà, au-dessus de 70 000. Donc aujourd'hui, en fait, ça fait 2 fois qu'on est à 55 000 face à ce qui est dans une des 4 meilleures nations au monde. Alors que cette même nation, l'Afrique du Sud, on remplissait à 2013, tu fais 80 000 contre l'Afrique du Sud. Enfin, Ouais. tu fais le plein. 2001, tu fais il y a 80 000, 2000, on a regardé. Donc voilà, ça veut dire ça s'installe, quoi. Si. Ça s'installe, qu'il y a un désintérêt, c'est qui est lié au résultat. Évidemment, on avait le débat ce matin, il y a peut-être d'autres raisons. Peut-être que les affaires aussi aujourd'hui autour de la Fédé, les affaires, peut-être un peu la santé aussi, tout ça nuit peut-être un peu à l'image du Et rugby. beaucoup le football, non? Et Mbappé? Le Non. foot. Plus que tout le reste. Oui, mais en même temps, le rugby c'est toujours inscrit. En 2001, il y avait l'équipe de France de 98. Je sais pas si c'est la concurrence frontale, mais en et tout on cas, remplissait le Stade de France. Hein. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu pâtis d'un manque de stars, d'un manque de joueurs identifiables. On sait que le grand public aujourd'hui, qui est pas très rugby, Il est resté sur Chabal. ouais, voilà, ils sont incapables de citer 3 noms de joueurs de l'équipe de France de rugby. Donc ça, c'est sûr que c'est aussi un des facteurs. Suède, il C'est change clair. tout le temps. Ça a toujours été Et- ça, hein, quand même. Faut pas... Quand Non, tu, mais t'as quand pas- tu remplissais là en 2014, tu connaissais pas les joueurs plus, mais bon. Ouais, Non, mais il y avait un élan. Il y avait encore un élan. Voilà, il y avait encore Non, mais quelque chose. Et... Voilà, t'as pas. L'élan, il a été brisé par ces terribles All Blacks à Cardiff en 2015. Hein. Oui, mais Oui. encore une fois, en 2016, tu reçois l'Australie, tu as déjà pris les 60 points contre les Blacks et tu fais. Ouais, mais tu reçois les Blacks aussi encore en tu 2016. fais quasiment ton plein. Peut-être, oui, mais justement, quand tu reçois l'Australie, et que tu as déjà reçu les Blacks, peut-être que les gens viennent pas. Non, tout ça pour dire que l'autre débat aussi, c'était la question de la billetterie. Il y a des questions sur dans la manière dont tout ça est mené aujourd'hui. Et il y a eu un happy hour la semaine dernière, c'est-à-dire que pendant 4 ou 5 jours, tous les jours de 12h à 14h, il y avait moins 25% sur les places, certaines catégories de places. Et ça a été critiqué, pas chez nous, mais dans le journal Le Monde, par un spécialiste de ce genre de choses qui disait mais maintenant, c'est une bêtise parce que maintenant, les gens ils vont attendre qu'il y ait la baisse. Ouais, Donc puis si elle vient pas, ils viendront pas. Et donc, enfin, il y a des politiques. Et mettez-vous à la place de ceux qui ont acheté leur billet plein pot il y a 2 mois, qui voient au dernier moment qu'il y a ce type d'offre. Je pense qu'ils peuvent être légitimement un petit peu énervés d'avoir eux payé plein pot leur place. Moi, je vais élargir un peu quand même, parce que Élargir, en top non. 14, ça se fait quasiment toutes les semaines. Je dis pas que c'est bien, hélas. J'ai vu je ne sais combien d'abonnés, mais nous, on paie à l'année et on voit des ventes flash le vendredi, la veille des matchs, partout, sauf à La Rochelle, peut-être, et à Clermont, je suis même pas sûr. Partout, ça se fait. Mais les gens, sinon, ils y vont pas au stade. Et là, tu te retrouves à grande échelle parce que tu le vois à la télé. Si tu Mais en t'en top fous, 14, de Pau et compagnie. En fait, En top 14, les affluences, elles baissent aussi. Ah oui. J'avais l'impression qu'elles Ah, étaient stabilisées, non, moi. Il y a des chiffres contradictoires ou des impressions Disons contradictoires. qu'elles explosent, elles augmentent plus beaucoup, elles stagnent. Non, et je surtout, pense, depuis quand même si 2-3 ans. si elles se maintiennent un peu, c'est grâce à ces ventes du dernier moment, là, à 5 € et 10 €, les vendredis. Je sais pas, je dis n'importe quoi, moi, de 14h à 18h, vous avez tant de places à 5 €. Donc, bon, les mecs, ils y vont et tu gagnes 1500, 2000 spectateurs. C'est inquiétant, c'est les conséquences aussi.
C'est-à-dire que quand tu fais pas rentrer là, donc a priori sur l'Argentine, ça devrait être pas mal plein parce que c'est à Lille et c'est vrai que les délocalisations en général, ça marche. Et en plus, ils avaient dealé un bon. Comme ils avaient été expulsés de Lille l'année dernière à cause de la Coupe Davis. Ils avaient dit un bon tarif. Ils reviennent à Lille avec un tarif préférentiel. Donc sur ce match-là, ils devraient pouvoir faire une bonne recette. Les Fidji, le dernier match au Stade de France, si on fait 55 000 avec l'Afrique du Sud, on va battre des records, je pense. On est à 25 000. Donc ça veut dire qu'il y a un manque à gagner important. Et quand on sait que ça représente, on regardait ce matin, c'était à peu près 25 millions sur le budget de 2016-2017, où en gros c'est le deuxième poste derrière les droits télé. Quasiment un quart du budget. Les partenaires. Il y a un moment. Et tout ça arrive alors qu'en plus, il y a un déficit à la fédération de 7,5 millions. Voilà. C'est en fait, c'est peut-être la plus mauvaise nouvelle du match de samedi, c'est ça, en fait. C'est que ce désintérêt ou cette désaffection, elle s'installe et ça remet en question des choses sur l'avenir proche, c'est-à-dire les finances. Mais c'est aussi à long terme. Est-ce qu'on va réussir à enrayer cette baisse et puis est-ce qu'on va attirer de nouveaux gamins pour les écoles de rugby qui seront les gamins qui dans 5, 10, 15, 20 ans seront ceux qui feront ce sport en France. Donc peut-être qu'ils le feront moins parce qu'ils n'auront pas été attirés par ce sport. C'est comme sur le terrain, c'est facile de descendre après pour remonter. Ouais. Ah ouais, ça c'est sûr. Après je pense qu'il y a un truc à aborder quand même très rapidement, mais c'est le problème entre guillemets Stade de France, quoi. C'est-à-dire que il faut rappeler que la Fédé, elle est liée contractuellement au Stade de France, qu'elle doit y jouer un certain nombre de matchs par an. On peut s'étonner qu'on y joue les Fidji, comme Alex le disait. On peut supposer que le stade sera aux 2 tiers vide, quoi. Il y aura peut-être 30, 35 000 maxi. Donc ça la fout mal quand même, même visuellement, tout ça à la télé, ça donne pas envie. Et je pense qu'il y a beaucoup de provinciaux qui peuvent s'en plaindre, mais aujourd'hui on peut les comprendre, quoi. C'est-à-dire que imaginez, vous venez à 2 ou à 4 en famille, il faut se payer l'aller-retour en avion ou en train. Le match était en nocturne, vous n'avez pas d'autre choix que de vous payer une nuit d'hôtel à Paris, plus les billets qui sont, sauf en happy hour, pas donnés. C'est tout de suite quand même un énorme budget, quoi. Donc le fait d'être lié à ce stade est aussi, je pense qu'on pourrait imaginer un stadium de Toulouse plein pour un France-Fidji, et ça donnerait, on serait au même niveau, on serait à 30 000, mais ça donnerait une autre impression. Oui, tu avais fait le plein avec France-Samoa il y a 2 ans à Toulouse. Oui, 32 000. Je me souviens d'un France-Tonga au Havre aussi. C'était 2013. C'était pas plein. Même pas plein. Bon, voilà. Et heureusement que le projet de grand stade a été abandonné. Déjà à l'époque, il y avait un début d'interrogation autour du rugby. On se disait, est-ce que cette embellie, elle va durer ? Est-ce que le côté populaire du rugby va durer ? Mais il y avait des gens qui pensaient que oui, qu'il fallait construire un stade de 80 000 places et tout ça pour je ne sais plus combien de millions d'euros. Après, si toutes les recettes tombent systématiquement dans la poche, oui, à la limite, sur du long terme, tu peux peut-être te dire que c'est la machine à cash de Twickenham pour la fédé anglaise, quoi. Mais Et en zone mixte, les joueurs, ils avaient autre chose à penser ou ils ont pu l'évoquer, le manque de public ? Non. Ils en ont parlé la semaine dernière, mais là, c'était le cadet de leurs soucis, là. Il y a dans Midi Olympique, il y a Arthur Ituria qui en parle et qui dit que ça lui avait fait quand même une drôle d'impression au moment des hymnes, parce que je pense qu'ils avaient mis tout le public face aux caméras. Nous, on était dans les tribunes de presse, donc face aux joueurs sur les côtés et au-dessus de nous, il n'y avait pas grand monde, je pense. Et donc, eux, ils ont vécu les hymnes face à ces tribunes en partie vides. Et apparemment, ça les a quand même. Enfin, Ituria disait que ça l'avait marqué quand même. Et pour enfoncer le clou, très mauvais week-end pour la Fédé, parce que Barbarians Tonga à Bordeaux, 12-13 000. Et là, pour le coup, l'impression visuelle à la télé était catastrophique, puisque toute la tribune de face était vide. Et sur la chaîne de l'équipe, et les féminines à Toulon vendredi soir, un stade Mayol à moitié rempli, grand maximum aussi, quoi. Donc ce qui est pas mal. Bah non. À Grenoble, France Angleterre du tournoi Destination, c'était plein. Là, tu fais venir les All Blacks, c'est un événement. T'attires moins de 9000 personnes. Je pense que c'est un échec. Hein. T'es pas sûr, Arnaud ? Non. Je trouve que c'est pas mal, moi. Le Toulonnais n'aime pas le rugby féminin, c'est la conclusion. Oui, je pense qu'on peut tirer ce genre de conclusion. Voilà. Je pense qu'il ignorait que ça existait, surtout la veille. Donc c'est pas mal, la moitié du stade. Je sais pas, effectivement. Donc on en revient peut-être à un problème de... On verra. Finalement, ça aurait dû se jouer à Paris, ce match. Au Stade de France. Les filles. Au vieux Jambouin avec la piste d'athlée. De toute façon, le rugby, c'était mieux avant.
Très bien, on va passer au dernier sujet. Il est possible qu'on l'ait déjà dit, mais en septembre 2019, il y a eu une petite compétition au Japon. Une petite compétition lors de laquelle 4 poules de 5 équipes se disputeront 8 places en quart de finale. La Ligue des Nations. La Non, Ligue c'est des pas Nations. Voilà, c'est ça, la Ligue des Nations. La Coupe du Monde. Hein. Dans la poule C, il y a la France, c'est nous. Les États-Unis, normalement, ça devrait aller. Ah bon, n'insultons pas l'avenir. Le Tonga, là, on va pas trop s'avancer. On l'a déjà fait. Voilà. L'Afrique du Sud, on va pas s'avancer du tout, hein, vu que la France les a plus battus depuis 1807. Non, on n'a pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Non, l'Angleterre. Ah oui. À l'Angleterre, on les a battus la dernière fois. Ouais. C'est eux qui tremblent. Pourquoi j'ai mis Tremblez, British. l'Angleterre et donc l'Argentine, contre laquelle les Français jouent samedi à Lille. Ouais. Et joueront le 21 septembre 2019 à Tokyo. Ce sera le premier match de leur mondial. J'ai bon ? Si ça, c'est pas exotique. Donc l'Argentine, on peut dire qu'ils sont en progrès constant, eux. L'Argentine qui connaît Ils sont revenus un peu bien dans le la truc, France. mais Ils sont revenus. ils ont Ouais, un ils ont énorme été, passage à vide. Et c'était finalement une pas si mauvaise nouvelle. Nous, on se disait, peut-être que. Et puis là, ils sont en train de remonter la pente un peu. Ça, c'est pas non plus redevenu l'équipe de 2015. Mais en tout cas, ils sont mieux qu'ils ne l'étaient il y a 6 mois. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Non. Ils ont changé leur. Comment dire ? Pas leurs règles, mais. Oui. Oui, leurs critères Leur de sélection. sélection. On en parlait ce matin avec Gaël Ficou. Il disait, à part Sanchez, parce qu'il va venir chez nous, et Herrera, j'en connais pas un. Et avant, je les connaissais parce qu'ils jouaient en France. Donc, ils ont changé leur... C'est les coachs maintenant qu'on connaît. Voilà, ce qu'il disait aussi. Par contre, on connaît les coachs. Et en fait, c'est un peu l'inconnu. On les voit dans l'X4 Nation. On voit leurs résultats, leurs ci, leurs là, mais on ne sait pas trop... Alors oui, ils sont malins parce que c'est des Argentins, ça rime en plus, c'est bien. Ils sont ci, ils sont là, on va voir à Lille surtout. Ouais. C'est plus les Argentins truqueurs qui nous défoncent en mêlée et qui nous font chier dans les rugs de 2007. Hein. Oui, parce qu'on rappelle qu'en 2007, c'était déjà notre premier match l'Argentine. Et qu'on avait foiré Et dans le les grandes dernier. largeurs. Parti en quenouille, voilà. Et qu'on avait tout aussi foiré. Ouais. Non, là, il faut s'attendre à une équipe qui plus encore que l'Afrique du Sud, qui met énormément de rythme dans le match, D'une manière différente en plus. Autant les qui box, déplace, vraiment, voilà. qui déplace beaucoup le ballon, et qui va nous imposer qui va nous emmener dans des niveaux de fatigue assez élevés. Quand on voit qu'on a très mal fini le match là, ce côté-là est assez inquiétant. Alors oui, on disait que c'était un match très important en fait. Justement, c'était le thème normalement du podcast. Je pense. Et surtout très important parce qu'il arrive après 28 défaites, donc il y a un jour il va falloir gagner. Oui, pour 2 raisons en fait. Effectivement, parce qu'il arrive après plein de défaites et qu'il y a le besoin d'enclencher, mais aussi parce que dans un an, c'est l'adversaire c'est le premier adversaire de la Coupe du Monde qu'il faudra battre soit l'Angleterre, soit l'Argentine pour passer. Et donc ça. Et les autres. Et les autres, oui, mais bon. Donc ça crée... Il y a un truc psychologique autour de ce match-là. Alors, je sais pas, toi, Arnaud, t'étais à la conf de presse ce matin, les joueurs peut-être, et Brunel, je crois, disaient oui, ça n'a aucune importance. Mais bon, il y a quand même des points à marquer dans les têtes et des points à perdre aussi si l'Argentine vient battre la France avec 20 points d'écart à Lille samedi. Enfin, même avec 3 points d'écart. Hein. Même avec 3, mais voilà. Ça traînera un peu dans les têtes. Puis c'est surtout, il y a besoin de gagner quoi qu'il arrive. Quoi. Donc c'est peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, et moi je pense aussi, du mandat Brunel, je pense que c'est le match le plus important, et du mandat des 4 années entre la Coupe du Monde 2015 et la Coupe du Monde à venir, c'est sans doute aussi le plus important. Oui, avant les Fidji. Non, mais qui sera tout aussi important. Non mais c'est ça quoi, on en plaisante, mais on se retrouve finalement à un an d'écart dans la même situation où après avoir perdu l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, on blaguait ici en se disant non mais arrêtons, on va pas perdre contre le Japon. C'est vrai, on n'a pas perdu. On se retrouve lundi prochain, si on a perdu contre l'Argentine, on va de nouveau jouer à se faire peur. Les Fidjiens qui en ont pris 50 en Écosse, ça va devenir les épouvantails du Pacifique quoi. Donc non, il faut absolument gagner ce match-là et franchement, les raisons d'y croire là ce matin, elles sont, je ne peux pas dire qu'elles sont minces, mais elles sont
encore une fois, mais c'est pas sur la qualité de cette équipe de France et des joueurs qui sont présents sur la pelouse, quoi, mais plus sur la dimension psychologique, mentale. Et effectivement, même si c'est plus les Argentins truqueurs, tout ça, je pense qu'on peut quand même compter sur Ledesma et Quesada pour trouver, même en cours de match, peut-être 2-3 petits. Je sais pas, il y a un Krivy par exemple sur le terrain dont on sait qu'il est, voilà, voilà, je pense que le mind game et trouver des petites choses comme ça qui vont mettre les Français sous pression, en difficulté, peut-être les agacer un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, n'importe quelle équipe de ce niveau-là qui affronte la France, elle sait que il faut pas lâcher même avec moins 10, quoi. Parce que l'Irlande lors du dernier tournoi, parce que l'Afrique du Sud. Donc les Pumas, même à moins 15, ils lâcheront pas, ils continueront à mettre du rythme et ils vont vouloir faire craquer l'équipe de France. Bon, ça sera le cas dans n'importe quelle situation qu'il faudra la faire craquer. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, on a une proie en fait, en quelque sorte. Alors il y a Jacques Brunel hier en conf, il disait apparemment qu'il lui, il refusait toute évocation du mental, d'une faiblesse mentale, et il disait ce qu'il faut faire, c'est bien faire les choses qu'on a à faire techniquement. Et je pense que c'est aussi un message à son équipe, c'est ne partez pas dans une sinistrose. Le problème, c'est que les deux sont liés. Ne pensez pas que vous êtes maudit. Par contre, voilà, techniquement, si toi tu décides de garder le ballon à tel endroit du terrain, si tu décides de jouer un peu plus, si tu fais mieux tes gestes, là tu verras que les choses s'enclencheront. Et ils étaient abattus en zone mixte hier soir, enfin samedi soir d'ailleurs. Non, ils dansaient. Désagréable. Non, on aurait dit des Clermontois, un soir de finale classique, perdu. Moi j'ai regardé Monaco PSG hier. Monaco à la mi-temps, les gars, ça les faisait beaucoup rire de perdre apparemment. Donc, Non, là il y a eu des phrases qu'on n'avait pas entendues. C'est surtout les anciens qui étaient vraiment touchés. Là, franchement, je disais à Alex à un moment, je me suis dit, au milieu du discours de Maestri, il va nous annoncer qu'il arrête sa carrière. Je me suis dit, il va poser son sac, son maillot, il va dire voilà. Et j'ai pas entendu Mathieu Bastaro et Laurent Campistron qui a fait les 2 ateliers m'a dit que c'était pire du côté de Bastaro, qui était encore plus consterné. Et Maestri disait bon, mais nous on perd, on n'arrête pas de perdre. J'espère que les générations futures gagneront, quoi. Qu'on s'organisera pour leur faire gagner des matchs. Ce qui est marrant avec Maestri, c'est qu'on a l'impression qu'il est rentré dans l'idée que lui, il fait partie il a vraiment intégré ça. Il fait partie d'une génération sacrifiée. Qu'il est là parce qu'il faut défendre l'équipe de France. Sacrifié, non, il dit pas ça, lui. Parce que je pense qu'il aime y jouer aussi. Mais il se plaint pas. Non, non, mais il dit voilà, nous, c'est pas nous qui gagnerons, quoi. Et voilà, c'est pas neutre en fait de voir les choses comme ça. Et ça peut aussi expliquer pourquoi à un moment, on n'arrive plus à les gagner ces matchs-là. Parce qu'au fond, est-ce que tu as cette espèce de conviction qui doit t'animer pour te dire je peux le gagner ce match-là, et je vais le gagner, et voilà comment je vais faire. Et là, ils se sont vus gagner quand même, je crois. Ouais. Ah bah oui. Ce qu'il dit, Maestri disait, on a vu Guillaume dans le vestiaire, Guirado, qui était accablé. Il dit, lui, quand il sort, on est devant. Il se dit, c'est bon, on va gagner. Il dit, je me mets à sa place, on va gagner. Puis, boum, tu repères, quoi. Il disait, là, c'était... pour eux, ça va être la semaine, elle va être compliquée. Compliquée ou facile, parce que tu peux jouer sur ça, quoi. Dire, voilà, vous avez consterné vos anciens, il faut à tout prix gagner la semaine prochaine. Ouais, mais tu dois quand même. Mais bon, c'est tous ces discours-là, tu dois hein, régler des problèmes aussi, voilà, dans ta manière de jouer, quoi, de conduire ton match. Voilà, et aujourd'hui, il se pose la question de Ficou. Est-ce qu'il faut intégrer Ficou? T'as aussi la question, moi en tout cas je trouve la question de Picamol qu'on n'a pas vu quasiment pas samedi, et alors que c'est sans doute le joueur le plus puissant de l'équipe, il a touché très peu de ballons parce qu'il n'était pas dans les zones où le ballon allait, et on a vu beaucoup Maestri ou Gomez-Sa ou Vahamaina aller provoquer au milieu du terrain, pas avec beaucoup de réussite, et lui Picamol était dans une pas placé par choix tactique, choix stratégique, mais il n'était pas placé là. Mais en tout cas, on n'a pas vu du coup comment est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser différemment, ou est-ce qu'il ne faut pas jouer pour amener un peu plus le ballon vers lui. Il y a plein de petites questions quand même techniques à régler, et ça ne pourra pas être juste on va leur faire la guerre et on va les détruire, parce que ça ne tient plus trop au niveau international, je pense. Il faut qu'on ait un ailier qui finisse les actions, quoi. Enfin, qui finisse les actions avec les autres, c'est ça que tu veux dire? Oui, ou tout seul s'il veut, s'il fait ce choix-là, mais il faut qu'il finisse. Mais quand t'as, j'allais dire dribbler 4 joueurs et que tu veux en prendre un 5e à 5 mètres de loin, à 5 mètres face à lui, c'est le grand pont. Ouais.
bientôt, il va revenir en arrière pour aller en chercher d'autres. On dirait du grand Diego Maradona, mais Maradona, il marquait là. C'est bon pour les stats, ça. Ça fait des défenseurs battus et des mètres parcourus. J'adore ça. Ouais, je sais que t'adores et des ça. mètres à reculons par seconde. Ouais. Fabien, si tu nous écoutes. Mais après, finalement, quand même, malgré tout, on se pose pas non plus 150 000 questions sur la composition d'équipe. C'est pas comme il y a un an après la Nouvelle-Zélande, où il y a peu de joueurs qui ont déçu. Oui, parce que t'as pas été catastrophique. Voilà, c'est ça. Même point, Voilà. Donc, effectivement, il y a quand même la question Ficou qui pète le feu avec le Stade français et dont on se demande. Qui a fait une bonne rentrée. Et qui a fait une bonne rentrée et dont on se demande pourquoi il n'est pas sur le terrain si c'est sans doute le meilleur trois quarts français depuis le début de la saison. Mais à part ça, tu peux pas dire qu'il faut changer la charnière parce qu'elle n'a pas été bonne. Tu peux pas dire que ton 5 de devant a pas été cohérent. Enfin bref, je pense qu'il y aura une forme de continuité quand même dans la compo, à part la question Ficou. Il faudrait même quelque part, Ouais. parce qu'on en a suffisamment réclamé. Et aujourd'hui, voilà, encore une fois, tu as perdu, mais il faut aussi prendre en compte que tu as mené 23-9 face à l'Afrique du Sud et que même si tu perds, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel, il y a des choses. Maintenant, il faut finaliser, il faut aller plus loin, mais en fait, autant il y a eu des moments où on se disait cette équipe de France n'arrivera à rien, autant moi j'ai souvent l'impression depuis un an que par bribes il y a quelque chose qui surgit, à suivre. Après, il y a un progrès par rapport à l'Irlande, si on peut glisser un mot. L'Irlande, franchement, si tu gagnes, c'est un miracle, mais c'est Oui, miracle. parce que tu défends beaucoup. T'as jamais le ballon, tu reviens dans le match, tu sais pas pourquoi, parce que Teddy Thomas fait un exploit et tu marques. Mais là, l'autre jour, le miracle, c'est de perdre, quoi. Là, c'est Bernadette Souirou qui dit vous rejouez la mêlée. Les Bleus inventent la défaite miracle. Là, Un nouveau concept. Il y avait les défaites encourageantes, maintenant il y a la défaite miracle. Là, c'est invraisemblable. Ouais. Avant de se quitter, vous nous donneriez un petit non, pronostic tu nous emmerdes. pour le match contre l'Argentine 6-3. Sort de ce corps Pierre-Michel Bonneau. Ah non, il rentre pas. T'as essayé déjà? Je me désolidarise de cette conversation. Alex, s'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir? Et combien Argentine-Irlande? Je sais plus. Pareil que l'Argentine-Irlande. 12-11. Mais pour la France. Ok. Ah oui, donc toi tu nous vois au niveau de l'Irlande, toi. Mais bien sûr. Ah ouais. Depuis le Après début, tout, Michel. T'es optimiste. J'allais dire rien. Bref. Moi je vais adopter la tactique Bernès. Je vais dire match nul 22-22, comme ça tu t'es jamais trop loin de la réalité, quoi, dans un sens ou dans l'autre. C'était pas ça le Japon? Si, c'est ça, je Non, crois. 23-23. 23. Ouais. Tu veux faire un vrai pronostic ou tu veux redire des choses sales? Mais il a dit 6-3, il t'a dit. Moi, une moche victoire d'un point. Bon. 50-49. Voilà. Avec des plaquages ratés de partout. Oh, ça va être chouette, j'ai tellement hâte. Merci messieurs, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Arnaud Requena, Alexandre Vardo, Clément Dossin. Merci à Sébastien Salis à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.